Vous reconnaissez ce bruit? Peut-être. C'est pas mon fils, il désature un petit peu au niveau de la respiration. Ça va mieux. Donc pendant la vidéo, si vous entendez des bruits comme ça, on est tout à fait dans le thème. On va commencer par le début. Quand on a découvert que j'étais enceinte, il faut savoir qu'avec mon mari, on voulait beaucoup que je tombe enceinte. C'était vraiment le moment où on cherchait à avoir un enfant, on était prêt, on se sentait prêt. On voulait agrandir la famille tout simplement parce que c'est notre premier bébé. Et quand on a découvert que j'étais enceinte, on était super contents. Il faut savoir que pendant quelques mois, on attendait et c'était jamais venu. Et du coup, au moment où on a su que j'étais enceinte et que le test était bien et bien positif, on n'y croyait pas trop. On n'y croyait pas trop, honnêtement. Désolée pour le bruit. En fait, la veille, monsieur, il est sorti. Il m'avait dit bon, ça fait un petit moment que t'as pas tes règles et tout. Je vais te prendre un test de grossesse. Je dis ok, mais je voulais pas trop parce que je voulais pas encore voir un test négatif et tout. Voilà. Donc, il a quand même ramené. Et dès qu'il est rentré avec les tests, je suis partie faire pipi dessus. Et le test a été plutôt négatif, entre guillemets. Je dis négatif parce que pour monsieur c'était négatif, mais pour moi c'était positif. Parce que, en fait, quand j'observais vraiment en profondeur, je voyais une légère barre transparente, deuxième barre transparente. Et monsieur, il la voyait pas. Je dis, mais attends, mais moi je suis pas folle. Je dis, ok, pas de souci. Donc le lendemain, je dors, je me réveille à 7h du matin. Là, on est en direct de la néo. On est en direct de la néo. Respire, bébé. Ah oui. On est en direct de la néo, désolé. Du coup, vous allez comprendre toute l'histoire. Du coup, pour moi, c'était positif. Pour monsieur, c'était négatif. On est parti dormir. Et le lendemain, le matin, très tôt, je me réveille. Je refais un deuxième test. Et je vois la deuxième barre. Monsieur dormait. Je vais le réveiller direct et je lui dis, bah écoute, regarde. Et il a dit, mais non, ça c'est négatif encore une fois et tout. J'ai dit, ok. Je pars dormir et tout. Et j'étais pas tranquille. J'ai tourné dans tous les sens et tout. J'étais pas tranquille et tout. Vas-y. Vers 10h du matin, monsieur se réveille. Et à ce moment-là, il me propose d'aller qu'on y aille dans un laboratoire pour faire un test sanguin. Sachant qu'on était dimanche. Il a cherché, il a trouvé, on est parti. Et puis voilà. On a fait notre journée tranquillement. Vers 17h, on a reçu les résultats. Et à ce moment-là, on était chez ma belle famille, chez ma belle-mère et tout. On voit et tout le test positif. On dit, mais non. Bref, on était trop contents. Et il faut savoir que nous, on est trop impatients. Lui comme moi, on est pareil. On est extrêmement impatients. En fait, on n'a pas de patience. Et donc, c'est stressant. Désolé. Du coup, directement, on l'a dit à ma belle-mère on l'a dit à ma belle-mère et à mon beau-père parce qu'on était trop contents. Voilà, on a commencé à faire tous les examens, toutes les prises de sang de contrôle pour voir si le taux de BHCG il augmente bien comme il faut. Du coup, ça a augmenté tranquillement, tout allait bien. Au début, au tout début de la grossesse, par la suite, j'ai commencé à avoir des petits saignements par-ci par-là. Des petits saignements en fait qu'on ne comprenait pas trop. Il faut savoir que j'étais suivie à l'hôpital à Paris. euh, et parce que je voulais absolument accoucher à Paris. Je- Rien contre les autres hôpitaux à côté, mais voilà, c'était mon souhait de grossesse d'accoucher à Paris tranquillement avec mon mari. Et voilà, donc ça veut dire à chaque fois, j'ai commencé à avoir des petits saignements. D'abord pas trop inquiétant par-ci par-là. On allait tout le temps aux urgences. On allait tout le temps aux urgences. On allait tout le temps aux urgences. Il faisait une échographie et il faisait une échographie pour contrôler si tout allait bien, si le cœur de bébé il battait bien et tout allait ok. Tout était ok, franchement, tout était dans les normes. Il n'y avait rien à s'inquiéter pour le moment. Et je me rappelle qu'un jour, je suis partie aux urgences encore une fois et j'avais beaucoup saigné. Et ce jour-là, j'avais demandé à faire un cerclage parce que
Pour être honnête, c'est ma sœur qui m'avait conseillé de demander de faire un cerclage. Et quand j'ai demandé, bah, ils m'ont dit qu'il y a pas vraiment besoin parce que du coup, c'était pardon, ma première grossesse et que tout semblait normal et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un cerclage. Bah écoutez, c'est eux les professionnels. Ils m'ont dit ça, j'ai dit ok, pas de souci. On a continué la grossesse tranquillement avec mon mari. On faisait très attention. Il faut savoir que je sentais pas vraiment que j'étais enceinte. Enfin, mon ventre, il a pris du temps à se développer. J'avais pas de symptômes, à part les saignements. Je vomissais pas. Bon, je dormais un peu plus que d'habitude, c'est vrai. Mais je vomissais pas, j'avais pas plus faim que ça, je mangeais pas de tout. Enfin, j'étais normale, honnêtement, j'avais pas. Voilà, c'était une grossesse plutôt positive pour moi, à part les saignements. Donc, on avait l'habitude d'aller aux urgences à chaque fois. Et on a fait l'échographie du premier trimestre, ça s'est très bien passé. Voilà, on arrivait à avoir bébé, on était trop contents et tout. Et par la suite, en fait, on a découvert que la prochaine échographie qu'on doit faire, qu'on pourra vraiment bien le voir, c'est l'échographie du deuxième trimestre. Mais ça nous paraissait tellement, mais tellement, mais tellement long le temps. Donc, ce qu'on faisait à chaque fois, c'était des échographies de contrôle avec les sages-femmes. Mais il faut savoir que pendant ces échographies-là, en fait, on fait pas grand-chose. On écoute juste le cœur de bébé, et on voit si le bébé il bouge. C'est bon, vous rentrez à la maison, c'est tout. Du coup, on était vraiment, vraiment, vraiment impatients pour l'échographie du deuxième trimestre. Le jour arrivé, c'est l'heure de faire l'échographie du deuxième trimestre. Entre-temps, j'avais toujours des saignements. Juste avant le rendez-vous du deuxième trimestre, c'était le ramadan. J'ai même fait le ramadan pendant que j'étais enceinte. Et ça s'est très bien passé, j'avais pas plus de complications que ça. Vers la fin du ramadan, c'était un peu plus compliqué, donc j'ai arrêté de faire le ramadan, genre 10 jours avant la fin. Donc, parce que l'heure elle était beaucoup plus longue et tout, et du coup j'ai décidé d'arrêter. Voilà, tout était ok. Deuxième trimestre, on arrive. C'était avec la même sage-femme qu'au premier trimestre. Et elle fait l'examen, tout allait bien et tout. Voilà. À la fin, elle nous demande de revenir dans 2 semaines parce qu'elle n'arrivait pas à mesurer en fait un truc. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc en rapport avec le bébé pour faire l'estimation de sa taille. Ok, elle nous dit de revenir dans 2 semaines et tout. Bon, nous, on a quitté l'examen, on n'était pas très rassurés parce qu'on s'est dit, bon, 2 semaines, c'est quand même long, on attendait cet examen-là depuis très longtemps, on attendait de le voir correctement, de passer le temps et tout. Et on n'était pas tranquille. On n'était pas du tout tranquille. Donc voilà, moi je vais faire ma vie, monsieur devait aller au travail. Et il était tellement pas tranquille que ce jour-là, il a décidé de ne pas aller au boulot. Oui, vous entendez très bien. Il a décidé de ne pas aller au boulot. Il est rentré à la maison. Pendant que moi je faisais mes affaires, il a trouvé un deuxième rendez-vous avec une deuxième sage-femme libérale qui était dans un cabinet un peu plus loin de chez nous. Du coup, dès que j'ai fini, il est venu me récupérer. Il est venu me récupérer et on est parti au rendez-vous. Moi, j'étais tellement fatiguée ce jour-là. Bon, je me suis dit, bon, j'ai envie de dormir et tout. Voilà. Mais, mais au même stade, tous les deux, on n'était pas tranquilles. Donc, arrivé au rendez-vous, tout se passait très très bien. C'était un cabinet tout beau et tout tranquille. Donc tout se passait très bien. La sage-femme elle était super sympa. Elle faisait tout. Elle a grave du temps à mesurer la tête, tous les petits détails. Elle a pris vraiment son temps. Elle a regardé, voilà, voilà. Vers la fin, elle me dit, Madame, vous ressentez pas des douleurs? Quand elle a dit ça, mon cœur a fait poum, poum. Je dis, non, je ressens pas de douleur. Genre, tout va bien. Après, elle me dit, vous savez quoi, je vais contrôler votre col. Et puis voilà. Donc, moi, je me suis pas plus inquiétée que ça. Elle a contrôlé le col. Et à ce moment-là, elle m'a vraiment redemandé, vous avez vraiment pas de douleur, pas de saignement, pas perte de liquide, ni rien? J'ai dit, bah non, moi, j'ai rien senti et tout. Voilà, tout était tranquille, sachant que on allait très souvent chez les sages-femmes pour faire un contrôle de suivi du bébé. Donc, honnêtement, c'était pas comme si depuis le premier trimestre, on n'a pas fait du tout de contrôle. Donc, voilà, on était plutôt tranquille par rapport à ça. Elle me dit, ok. Donc, elle dit, je vous laisse vous réhabiller. On ira dans le bureau et on va discuter. Donc là, je commence à avoir chaud. On commence à avoir chaud avec monsieur, on se regarde et tout. On dit, c'est chaud, on dirait. Donc, elle nous dit, bah écoutez, madame, là, vous avez la poche des os qui est un peu bombée et le col qui est ouvert.
Deuxième trimestre, donc j'étais à 21 semaines. 21 semaines, col ouvert, la poche des os bombés. Vous devez aller impérativement dans l'hôpital le plus proche de chez vous, niveau 3. Parce que là, c'est dangereux. Vous êtes en menace de fausse couche tardive. Là, il fallait pas nous dire ça. On était paniqués, on a commencé à pleurer. On était vraiment pas bien. On était vraiment pas bien. J'ai commencé à pleurer beaucoup, beaucoup. J'ai essayé de me reconforter, essayer de me rassurer et tout. Du coup, chose qu'on a faite. Mais pour être honnête, j'ai pas été dans l'hôpital le plus proche de chez moi, niveau 3. Parce que de un, je voulais pas qu'ils me gardent là-bas. Et de deux, je voulais pas accoucher. Je voulais accoucher à Paris, justement. Donc, on est parti dans mon hôpital de base, l'hôpital où on a fait le suivi de grossesse. Mais sauf que c'est à niveau 1. C'est un niveau 1. Genre, c'est les maternités où la femme, elle va très bien, elle n'a pas de problème de santé, le bébé, il va très bien, il n'y a pas de problème de santé. Voilà, vous accouchez là-bas, c'est un hôpital privé, en fait. Donc, ils ne sont pas en capacité de s'occuper des cas un peu extrêmes comme nous, comme moi en tout cas. Ils refont le contrôle, ils confirment ce que la sage-femme m'a dit. Et la gynécologue, elle me dit clairement, Madame, vous allez devoir être alitée et hospitalisée jusqu'à la fin. Du coup, j'avais rien du tout. Pas de vêtements, pas de sac de grossesse, pas de body, rien. De toute façon, si vous avez bien entendu, j'ai pas dit accouchement, mais fausse couche tardive. C'était considéré comme ça à 21 semaines en fait. L'enfant il n'est pas viable. Donc ils prennent pas du tout en charge. Si jamais vous accouchez ou si on accouche à 21 semaines, bah, le corps médical n'est pas en capacité de prendre en charge ces enfants-là en fait. Du coup, nous on était un peu perdus. On a dit mais comment ça, on risque de perdre notre enfant, nanana, nanana. Bon. Et il faut savoir aussi qu'on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille encore. De là, j'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée. C'est monsieur qui est parti prendre toutes les affaires. Il est parti à la maison. Il a fait toutes les affaires, ses affaires aussi. Et on est resté hospitalisé jusqu'à. Moi, je suis restée hospitalisée avec beaucoup, beaucoup de soutien de mon mari. Et honnêtement, sans lui dans cette histoire, je ne sais pas comment est-ce que j'aurais pu faire toute seule, en tout cas. Il faut savoir qu'au début, c'était très compliqué, très, 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 très compliqué, l'hospitalisation. Moi, je fais partie des femmes qui bougent tout le temps, qui travaillent, qui fait toujours quelque chose de sa vie. Donc là, je me suis retrouvée, entre guillemets, impuissante. Je pouvais rien faire. Carrément, si je voulais me balader en bas, parce qu'heureusement, heureusement, il y avait un extérieur dans l'hôpital, un magnifique extérieur et tout, on pouvait se balader et tout. Je ne pouvais pas aller sans être accompagnée et en fauteuil roulant. J'étais obligée d'être en fauteuil roulant, accompagnée par mon mari ou quelqu'un de la famille. Donc, à chaque fois, tous les soirs, c'est monsieur qui me baladait tout en fauteuil roulant. On faisait notre petite balade à l'hôpital. On essayait de s'occuper comme on pouvait, on essayait de se rassurer. La famille, elle était présente aussi, heureusement. Ils sont venus me rendre visite. Mais c'était très, très, très compliqué parce qu'on savait pas, on était dans le flou, on savait pas ce qui allait se passer finalement. Parce qu'on était qu'à 21 semaines de grossesse, on était beaucoup dans le flou. Et donc de là, on a attendu. Les semaines sont passées et on arrive à peu près dans le terme où la prise en charge peut être possible, où on passerait du coup du stade fausse couche tardive à accouchement prématuré, extrêmement prématuré. Du coup, voilà. Étant donné que mon hôpital à Paris, c'est pas niveau 3, ils nous ont organisé un transfert pour une consultation dans un hôpital niveau 3, toujours à Paris. Un très 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 bon hôpital. Ils ont fait l'échographie, ils ont vu que bébé il allait bien et qu'il avait grossi, le terme il était un peu plus avancé et tout. On avait gagné 2 semaines depuis que j'étais hospitalisée. Le bébé il avait 400 grammes 92, 23 semaines améliorées. Et le problème c'est qu'il faut minimum, pour la prise en charge, il faut minimum 23 semaines améliorées et 500 grammes. Et 500 grammes. Et là du coup il manquait les 8 grammes, les 7-8 grammes en fait. Du coup, ils ont dit que si jamais j'accouche dans les 5 jours suivants, ils vont pas prendre en charge bébé. Et que du coup, ils pourront pas
le réanimer complètement au point où il puisse survivre. Et du coup, ça fera toujours une fausse couche tardive. On était très contrariés, monsieur, il était très contrarié. Moi, j'étais très contrariée. Après, je me suis dit, bah écoutez, enfin, avec monsieur, on parlait. Je me suis dit, bah, de toute façon, c'est des termes médicaux. Donc, ça veut dire que c'est une théorie. Dans leur théorie, c'est ça, ça et ça. Donc, si on ne correspond pas, ils vont pas forcément nous faire une exception parce que voilà, ça risque d'être un peu compliqué, sachant qu'on ne connaît pas trop comment ça se passe. Voilà, on a attendu une semaine. On a attendu une semaine tranquillement. Bébé, il grandissait, il a grandi encore un peu. Deuxième, ah, on est retourné à Paris, dans mon hôpital où j'étais hospitalisé, pour rester à l'été encore une fois. Une semaine après, on repart dans l'hôpital niveau 3 pour refaire un contrôle et voir si la prise en charge elle est possible ou pas. Et à ce moment-là, bébé faisait 500 et quelques grammes, je sais pas, il a dépassé la barre des 500 et il était à 24 semaines. Donc, comme il était à 24 semaines, tout allait bien. Et à ce moment-là, transfert dans l'autre hôpital, du coup, niveau 3. Et je suis restée allaitée là-bas 3 jours. Je suis restée allaitée 3 jours. Ils ont vu que, bon, que c'était dangereux, mais ils m'ont autorisé à rentrer chez moi. Mais en condition que je reste allaitée et que je trouve une sage-femme du secteur qui vient à la maison s'occuper et faire un contrôle toutes les semaines, il me semble, tous les jours. Je sais plus, toutes les semaines. Et puis voilà, je suis rentrée à la maison. Un jour, tout allait bien. Deuxième jour, la journée, tout allait bien. Le soir, je me réveille. Je vois en fait que je perds un liquide. Ça s'appelle le bouchon muqueux. Je vois que je le perds, mais je ne savais pas ce que c'était en fait, parce que j'avais jamais perdu ce liquide-là. Et du coup, monsieur me dit non, on va aux urgences et tout. Je dis non, moi j'ai pas envie parce que j'ai pas envie d'être encore hospitalisée et tout. Je suis restée trop longtemps à l'hôpital, j'ai envie de rester à la maison. Bref, je voulais vraiment pas. Mais il m'a dit que c'était important. Il m'a dit que c'était important. J'ai dit, bon, écoute, laisse-moi dormir encore cette nuit. Et demain matin, si j'ai toujours des pertes de liquide, on va les contrôler. Chose faite. Parce que du coup, au réveil, je vois que j'ai toujours la même perte et tout. Du coup, il me force à aller consulter. Donc, on y va chez la sage-femme de la ville. Et elle nous dit, bah écoutez, si vous avez un doute, c'est mieux d'aller aux urgences. Mais sinon, ça, la perte de ces liquides-là, en fait, c'est pas très inquiétant des fois parce que y a des femmes qui le perdent très tôt, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez accoucher. Mais voilà. Nous, on n'était pas tranquille encore une fois avec ce rendez-vous-là, ce qu'on a fait. On a dit, bon, c'est pas grave. On a dit, bon, c'est pas grave. On va aux urgences dans l'hôpital où j'étais hospitalisée niveau 3. Et on verra ce qu'ils vont dire. Arrivé là-bas, contrôle. Ils ont failli me laisser rentrer à la maison. Il y a une autre professionnelle qui est venue, qui a bien vérifié. Et elle a dit non, madame, je ne peux pas vous laisser rentrer dans cet état. Vous allez rester à l'hôpital. J'ai dit mais non, j'ai pas envie. Je voulais tellement pas en fait. Parce qu'en fait, ça m'a un peu traumatisé le fait d'être hospitalisée, enfermée entre guillemets. Heureusement que j'avais mon mari, encore une fois. Il y avait mes copines qui sont venues me voir, il y avait ma famille qui sont venues me voir. Mais psychologiquement parlant, c'était très dur de déjà comprendre ce qui se passe, savoir si bébé va rester donc encore ou pas, si tu vas pouvoir rentrer à la maison ou pas, si tu vas accoucher ou pas. Enfin, c'était très brouillon. Et quand je suis arrivée à l'hôpital et qu'on m'a dit que finalement il fallait que je reste encore hospitalisée, j'avais pas d'affaires ni rien du tout. Donc c'est monsieur qui est parti à la maison, chercher encore une fois mes affaires. Et voilà, un jour est passé, deuxième jour. Au bout de deuxième jour, en fait, faut savoir que j'avais très faim. Ce jour-là, j'avais très faim. Et monsieur, il est rentré à la maison, préparer à manger pour qu'on puisse manger tranquillement. Parce que toujours manger fast-food et tout, j'étais fatiguée. Depuis un mois, je mangeais que ça. Du coup, il est rentré à la maison, on nous préparait à manger, de la viande, des halocots et tout. Et je l'attendais. Donc, il était 14h, tout ça. J'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai commencé à avoir des contractions, mais je ne savais pas forcément si c'était des contractions ou si c'était moi qui avait juste des douleurs. Je ne savais pas trop identifier ce que je ressentais parce que j'ai jamais été enceinte, donc voilà. Du coup, j'attendais monsieur parce que j'avais trop faim. Et je ne voulais pas du tout appeler les sages-femmes parce que j'avais peur justement qu'ils me disent de descendre dans le salle d'accouchement. Et je sais que si je descendais dans le salle d'accouchement, je ne pouvais plus manger. Donc je ne voulais pas du tout descendre.
Et j'attendais monsieur pour que je puisse manger. Il est arrivé vers 19h et tout. Il arrive avec mon frère. Ils arrivent tous les deux. Moi, je me sers directement à manger. De toute façon, je ne les attends pas parce que ce jour-là, c'était la veille de l'Aïd. C'était le 5 juin. Du coup, c'était la veille de l'Aïd. Et les deux, ils étaient en train de jeûner. Et moi, je ne jeûnais pas. Et j'avais trop faim. Et j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. Quand j'ai fini de manger, à ce moment-là, je prends ma petite sonnette. J'appelle les sages-femmes. Je dis, ouais, et tout, j'ai mal. Et tout, j'ai trop mal. J'ai des contractions toutes les 5 minutes et tout. Ils étaient là en train de se foutre de ma gueule, mon mari et mon corps. Mais voilà, j'appelle la sage-femme. Elle vient, elle me dit, madame, déjà, elle essaie de voir si le col il était encore ouvert, s'il s'est dilaté ou pas. Et elle m'a dit, bah, madame, on ne peut pas vous laisser là, dans la chambre. On va vous faire descendre en salle d'accouchement, au cas où. Au cas où. Ça ne veut pas dire que vous allez accoucher, mais voilà, il y a beaucoup de chances que vous accouchez. Donc voilà, je descends avec mon mari, mon frère il rentre, on descend en salle d'accouchement. Et voilà, c'est dans le prochain épisode. On va parler de l'accouchement, comment ça a été, comment monsieur il a vécu cet accouchement aussi. Et aussi, du coup, l'accueil, finalement, dans 24 semaines, le 6 juin 2025. Là. Voilà, on va aborder plusieurs sujets. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, écoutez, moi je viens juste raconter mon expérience en fait. Abonnez-vous parce que c'est cool d'avoir des abonnés. Moi aussi j'ai envie d'avoir des abonnés. Mais bon, écoutez, je viens juste raconter mon expérience, surtout liée à la prématurité. Que voilà, c'est pas un petit parcours, c'est vraiment très 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 long. On va rentrer dans les détails. Mais voilà, je vous laisse pour la prochaine vidéo.